Et avant de débuter, nous aimerions mieux vous connaître. Donc, nous voulons vous poser 2 questions. Les voici affichées sur votre écran. Donc, la première concerne votre expérience relative à la gestion des couleurs et la deuxième concerne les types d'imprimantes numériques que vous possédez ou utilisez. Donc, veuillez donc sélectionner toutes les options qui s'appliquent et je vous donne quelques instants pour répondre à ces questions. Parfait. Donc, cela étant dit, commençons sans délai. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui. Premièrement, nous aimerons commencer par cette question. En quoi la gestion des couleurs est-elle importante? Et juste après, Christian nous parlera pendant quelques minutes des principes de base des couleurs. Nous sommes convaincus que la plupart d'entre vous connaissent déjà certains concepts de la théorie et de la gestion des couleurs, mais pour être sûr d'avoir une connaissance commune, nous allons couvrir certains concepts pour que tout le monde soit au même niveau. Et après cela, nous examinerons les 3 étapes clés pour obtenir la couleur souhaitée. Donc voilà, ceci est l'ordre du jour d'aujourd'hui et je passe maintenant la parole à Christian. Bonjour à tous. Donc nous allons aujourd'hui parler de la gestion des couleurs en règle générale. La première chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi il est important de comprendre la gestion des couleurs. En premier lieu, le contrôle des couleurs produites est l'une des conditions essentielles pour fidéliser ses clients. En comprendre le fonctionnement et les limites est un bon début, mais il faut également permettre à votre client de comprendre, de savoir comment se passe la gestion des couleurs. Vos clients comprennent-ils pourquoi ils doivent soumettre l'espace dans un espace colorimétrique RGB afin d'optimiser la gamme des couleurs que votre imprimante peut reproduire? Expliquez-leur la limitation de ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils impriment au bureau et lorsqu'ils imprimeront dans votre atelier, à ce moment-là, ils n'obtiendront pas tout à fait la même couleur. Si vous comprenez la gestion des couleurs et la raison pour lesquelles vous devez les maîtriser, vous gagnerez du temps. Vous direz adieu à des journées entières passées à expérimenter les paramètres de couleurs sur chaque tâche pour satisfaire vos clients. Vous ferez des économies et vous améliorez votre rentabilité puisque vous n'avez pas besoin de réimprimer ces tâches gratuitement. Vous gagnerez même la somme de moins de manipulations puisque les tâches seront produites avec des couleurs précises et cohérentes dès la première tentative. Avant d'en apprendre un petit peu plus sur la gestion des couleurs et sur votre solution Fieri pour votre système d'impression numérique outil d'encre, j'aimerais que nous soyons tous au même niveau et donc pour cela, j'aimerais bien redéfinir les bases de la gestion de la couleur. Je sais que certains d'entre vous sont déjà des experts dans ce domaine. Dans ce cas, je vous invite tout simplement à m'écouter et nous assurerons que tout le monde comprend bien la même chose avant de pouvoir poursuivre. La première chose que je voudrais parler, c'est l'espace colorimétrique avec laquelle nous sommes probablement le plus familiers, à savoir les couleurs RGB. Les couleurs RGB sont par définition dépendantes du périphérique utilisé. À propos de dépendance, nous parlerons de ce sujet dans un instant. Le principe du modèle RGB consiste à additionner des couleurs rouges, vertes et bleues pour créer du blanc. C'est pour ça que l'on parle d'un modèle de couleurs additives. Dès que l'on parle des couleurs RGB, que l'on réalise que tous les périphériques de numérisation tels que les caméras, les scanners et les moniteurs fonctionnent en RGB, la première question qui vient à l'esprit est à propos de l'impression. Pourquoi je ne peux pas simplement imprimer des couleurs RGB? Simplement, la réponse est que les couleurs RGB sont par nature opaques. Imaginez par exemple un camion de paupier, il est rouge car il absorbe une partie de la lumière en réfléchissant une autre partie. Si nous pouvions regarder pendant quelques instants la lumière blanche qui nous entoure, vous verrez que cette diapositive est blanche et que la combinaison de ce blanc est faite de lumière rouge, de lumière verte et de lumière bleue, tout à fait en quantité égale. Il s'agit peut-être là d'un moyen beaucoup plus simple pour comprendre ce qu'est la couleur. Donc toujours, concernant le RGB, on va essayer d'imprimer du violet. Donc je vais mettre un petit peu d'encre RGB dans ma presse et je la configure de façon à imprimer le rouge en premier, puis le bleu par la suite. Si nous regardons cet échantillon, on peut voir que le substrat au-dessus des encres empilées
que j'ai imprimé au niveau de MathPress, et que maintenant, si notre modèle de compréhension est la lumière blanche, à ce moment-là, donc, il faut que la lumière blanche est composée donc en valeur égale de rouge, vert, bleu. Que va-t-il se passer lorsque on va donc visualiser notre camion donc de pompiers? La lumière rouge va être absorbée par le bleu, et la lumière verte va être aussi donc absorbée donc par le bleu. La lumière bleue va être reflétée, la couleur bleue va être renvoyée vers l'œil de l'observateur. Le seul problème est que notre client se demande « Mais où est mon violet ?» Allez donc sur la presse et commencez à gratter l'encre bleue sur une feuille de papier pour bien montrer qu'il y a du rouge derrière. Et il n'existe aucun moyen de combiner les couleurs RGB pour donner l'illusion d'une couleur violette que vous avez vue à l'écran sans recourir à cette même encre. Puisque nous venons donc de parler donc du RGB, nous allons parler donc du CMJN. Le CMJN, encore donc une couleur donc dépendante du périphérique, mais pour les histoires donc de dépendance, j'y reviendrai donc dans quelques instants. Le modèle de couleur CMJN est celui avec lequel nous imprimons. Le cyan, le magenta et le jaune sont aussi dénommés modes de couleur soustractifs, parce que lorsqu'on les ajoute, on s'éloigne donc du blanc et on va donc vers le noir. Et lorsque nous combinons donc les noirs, donc les trois, nous obtenons donc un noir, et ce noir s'appelle en règle générale donc un noir trichromique, et c'est pour ça qu'en offset, on va utiliser donc une noir pure pour obtenir donc un beau noir. Je vais exploiter les couleurs CMJN en les utilisant en tant que filtre transparent. Ces couleurs ne sont donc pas opaques, mais transparentes. Si je sélectionne une couleur spécifique comme le bleu dans le cas présent, je dépose deux de mes encres pour absorber essentiellement les 2/3 de la longueur d'onde visible, une quantité voire infime, voire nulle de la troisième couleur que nous appellerons parfois le composant indésirable, car je veux que ce soit perceptible à l'œil. Que se passe-t-il ici avec mon modèle de lumière blanche unique? Lorsqu'on retire le RGB, l'encre cyan par définition transmet le vert et le bleu, mais absorbe ou bloque le rouge. Vous pouvez voir que la proportion rouge du spectre est absorbée ici par le cyan. Je vous ai dit également que le cyan transmettait le vert. Nous voyons donc ici la lumière verte transpercer cette encre transparente, mais le magenta est l'encre qui bloque le vert. Le magenta transmet le rouge et le bleu. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est le bleu transmis par le magenta, reflété dans l'œil de l'observateur. Je viens de donner à l'observateur l'illusion d'une couleur bleue sans avoir à recouvrir à une encre bleue. Voilà les principes du base de la couleur et pour laquelle nous imprimons donc en CMJN. Les difficultés dépendant donc des périphériques. La prochaine rubrique concerne la dépendance vis-à-vis du périphérique, puisque je vous ai dit que les modèles de couleur RGB et CMJN étaient dépendants. Cela signifie tout simplement que l'apparence de ces couleurs dépend du périphérique avec lequel nous les capturons ou nous les affichons. Voici un exemple avec deux écrans d'ordinateur. Vous pouvez voir qu'ils sont manifestement donc différents. Vous pouvez obtenir un excellent exemple en vous rendant dans un magasin d'électronique. Vous observez donc une rangée donc de 25 écrans qui diffusent tous le même canal et les couleurs vont apparaître donc toutes différentes les unes vis-à-vis des autres. C'est ainsi que vous allez faire donc l'expérience de la dépendance vis-à-vis donc d'un périphérique. Lorsqu'on utilise le modèle CMJN, cela devient un réel problème pour nous, les acteurs du secteur de l'impression. Les valeurs de CMJN qui sont correctes sur mon moniteur d'impression numérique ou de ma presse traditionnelle ou sur n'importe quel autre type de production finale, elles ne s'afficheront pas de la même façon sur les imprimantes de mon atelier, même si j'envoie les mêmes valeurs donc de CMJN. Pour résoudre ce problème de dépendance vis-à-vis du périphérique, il faut introduire l'idée d'un espace chromatique qui est indépendant. Le système LAB est le plus populaire, c'est l'espace de couleur indépendant du périphérique, le plus connu et le plus souvent donc employé. Le système LAB est unique en son sens qu'il n'est lié à aucun périphérique. Il n'existe aucun périphérique d'entrée ou de sortie dans notre flux de production qui utilise réellement le système LAB.
Ce que représente l'espace LAB, c'est la manière dont la couleur apparaît à l'observateur humain standard. Ce procédé remonte à une série d'expérimentations qui ont débuté en France en 1931 par une commission qui s'appelle donc l'ACIE, la Commission internationale donc de l'éclairage, qui a pratiqué un grand nombre d'expériences sur des personnes pour découvrir le fonctionnement de nos yeux, et c'est ainsi qu'est né donc ce modèle donc de couleur. Vous pouvez voir que sur la droite de ce graphique de l'espace colorimétrique originel de 1931, nous allons donc pouvoir donc quantifier donc une couleur donc avec des chiffres. Et là, c'est très très important parce que c'est la première fois qu'on a introduisé donc la notion donc de couleur avec des numéros. Alors maintenant, comment on va pouvoir donc introduire la couleur indépendante du périphérique dans notre flux de production? Pour répondre à cette question, il nous faut absolument donc un spectrophotomètre. Un spectrophotomètre, contrairement à un densitromètre, rapporte fondamentalement une description invariante de la couleur que l'on peut convertir mathématiquement en LAB ou en tout autre espace colorimétrique indépendant donc du périphérique. Ainsi, avant de poursuivre et de parler de la gestion de la couleur, définissons brièvement ce qu'est une gamme de couleurs. Si je pouvais demander à tous les participants de cette session ce qu'est une gamme de couleurs de périphérique, je pense que tout le monde dirait au minimum que c'est la possibilité qu'a le périphérique à reproduire donc les couleurs. Vous avez presque raison. L'inconvénient, c'est que cette définition, c'est qu'on n'a pas encore parlé de l'espace dépendant ou de l'espace indépendant donc du périphérique. Donc, la définition exacte et correcte, c'est que la gamme de couleurs, c'est l'ensemble de couleurs reproductibles exprimées dans l'espace colorimétrique indépendant du périphérique. Si je regarde l'écran qui est devant moi et que je choisis le rouge le plus éclatant possible, alors à ce moment-là, j'obtiendrai donc un rouge 255. Nous sommes bien parés maintenant pour comprendre la gestion des couleurs. La gestion des couleurs est l'idée de faire correspondre les couleurs d'un espace colorimétrique dépendant du périphérique avec un autre espace colorimétrique dépendant du périphérique par le biais donc d'un espace indépendant. Le but de passer d'un espace vers un autre est de préserver l'aspect des objets ou des couleurs. On est capable donc de réaliser cette notion donc de dépendance à indépendant par l'utilisation donc des profils ICC. Observons cette diapositive avec la gamme de couleurs qui vous est représentée à l'écran. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le défi qu'on va avoir à faire pour tout ce qui est règles de l'impression donc en général. Dans ce spectre que vous voyez, vous allez voir donc les couleurs qui est capable de visualiser donc l'œil humain. Et donc dans cet espace qui est capable de visualiser les couleurs de l'œil humain, je vais y mettre maintenant donc l'espace que peut reproduire donc un moniteur donc RVB. Vous voyez que l'espace est déjà donc un petit peu plus petit, qui est capable de voir l'œil humain. Maintenant donc on va mettre notre press offset, et là on s'aperçoit que la plage est beaucoup plus réduite. Il s'agit simplement de la nature du CMJN par rapport au RVB. Donc si on veut faire donc un système donc de gestion de couleurs, il va falloir donc procéder donc à ce qu'on appelle une compression donc de la gamme couleur lorsqu'on doit reproduire une couleur non reproductible en RVB vers un espace donc CMJN. Il est possible que lorsqu'on parle d'une presse CMJN, on a un certain espace chromatique, mais souvent nos presses numériques ont un espace un petit peu plus grand qui va nous permettre de reproduire beaucoup plus de couleurs et entre autres une certaine gamme de couleurs Pantone. Comment fonctionnent les profils ICC? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en convertissant un espace de couleur depuis ou vers un espace indépendant vers un espace donc dépendant. Commençons par cet exemple pour être très simple. J'ai une image RGB, ce peut être un espace Adobe RGB 98 ou un espace RGB. Si l'un des espaces colorimétriques standards de Photoshop le profil que je vais utiliser ici va permettre de convertir les couleurs chromatiques dépendantes du périphérique RVB en LAB. Nous sommes dans l'espace chromatique dépendant du périphérique, donc j'ai dit qu'il affichait les couleurs telles quelles. Je voudrais prendre à présent cet aspect et de le reproduire sur mon périphérique de sortie.
je vais toujours avoir besoin d'un second profil XCC. Ce profil, nous allons l'utiliser à l'envers. Au lieu d'utiliser une conversion du système dépendant du périphérique vers le système indépendant, nous l'utiliserons pour convertir les couleurs depuis l'espace indépendant. Si j'ai des entrées CMJN, et je sais que c'est le cas pour tout le monde, je vais également devoir définir un profil source ou un profil d'entrée qui indiquera à quoi ressemble chaque combinaison de cyan, magenta, jaune et noir dans ce fichier source. Quelles devaient être les valeurs LAB pour m'indiquer le résultat? Là encore, je peux faire correspondre l'espace LAB avec mon profil de sortie pour rechercher une autre formule CMJN pour me donner la même apparence en CMJN que celle du fichier source. Revenons un instant sur la gestion des couleurs d'accompagnement. Les couleurs d'accompagnement sont par définition donc des couleurs que nous imprimons sur une presse traditionnelle avec des encres séparées. Si nous voulons vraiment les reproduire, il va falloir donc rajouter cette encre. Si on a un système donc de gestion donc des couleurs sur nos périphériques numériques, on a un avantage car nous allons convertir donc toutes nos couleurs d'accompagnement directement vers l'espace chromatique de sortie. Sur cette autre diapositive, je suis en train de vous démontrer la manière dont cela fonctionne, mais je voudrais vous rappeler, et nous le verrons en fin de cette diapositive, que le prochain webinaire World of Fiery sera entièrement donc consacré aux couleurs d'accompagnement, ainsi que la reproduction des couleurs dans les flux donc de production. Voyons un peu plus dans le détail donc les couleurs d'accompagnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une couleur Pantone et ce qu'on appelle aussi donc couleur personnalisée, et j'ai besoin donc de la reproduire sur mon RIP. Pour cela, je vais envoyer donc directement donc les couleurs LAB sur un espace donc indépendant et je vais en effectuer donc une conversion vers un espace donc dépendant qui sera donc mon périphérique de sortie. Donc dans ce cas de figure, je n'ai pas besoin de passer comme je l'ai fait préalablement d'un espace chromatique indépendant, comme le RVB et CMJN, vers un indépendant qui est le LAB pour repartir après ça sur un modèle donc dépendant qui est le profil de sortie de ma presse. Dans le cas des Pantone, je passe donc d'un modèle donc indépendant directement vers un modèle donc dépendant. Voilà donc pour conclure un petit peu le principe de base de la couleur. Je vous rappelle que sur notre site web, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger l'ABC donc des couleurs, qui sont les règles d'or pour bien paramétrer donc vos applicatifs. Maintenant, nous allons passer des principes de base de la couleur aux éléments clés pour obtenir la meilleure couleur possible. Pour commencer, nous allons parler des paramètres que nous devons donc appliquer donc dans le RIP. Puis par la suite, nous parlerons donc des étalonnages de ces moteurs donc d'impression. Et pour aller plus loin dans la création donc de profils ICC, nous parlerons donc des profils. Évoquons maintenant les paramètres de configuration nécessaires à toutes les applications pour obtenir donc la gestion donc des couleurs. Vous savez tous aussi bien que moi que lorsqu'on reçoit donc un document numérique, ils sont tous composés d'espaces chromatiques différents qui sont le RVB, le CMJN ou même les tons directs. Pour utiliser la gestion des couleurs au niveau de votre RIP, il est indispensable que la gestion des couleurs soit aussi présente vis-à-vis de vos applicatifs, de la suite donc Adobe. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le thème de ce webinaire de parler comment je dois paramétrer donc, ma suite Adobe. Néanmoins, on va quand même y faire un petit tour pour voir comment ça se passe au niveau donc, des applications. Je vous propose donc dans un premier temps d'aller sur Adobe InDesign et regarder comment est paramétrée donc la suite donc des couleurs. Pour Adobe InDesign, comme n'importe quelle application Adobe, la gestion des couleurs se trouve dans la commande qui s'appelle Édition Couleurs. À l'heure actuelle, je vois que toutes mes couleurs RVB vont utiliser l'Adobe RGB 98
Et au niveau donc du profil CMJN, je vais utiliser donc le FOGRA 39. Ici, je viens de voir donc quel est le paramétrage de mon applicatif d'InDesign. Je vais regarder maintenant donc quels sont les paramétrages couleurs de la suite de Photoshop. Je bascule sur Photoshop, toujours par la même commande qui s'appelle édition couleur. Je vais regarder comment est paramétré mon Photoshop. Photoshop utilise donc l'Adobe RGB 98 et un FOGRA donc 39. Néanmoins, Photoshop me dit qu'il y a un problème donc de synchronisation donc des couleurs. Tout simplement, les couleurs qui peuvent être donc dans d'autres applicatifs ne sont pas donc synchronisées les unes vis-à-vis des autres. Regardons par exemple sur Illustrator. Dans Illustrator, je ne vais pas utiliser l'Adobe RGB 98, mais le sRGB, et en CMJN, j'utiliserai donc le FOGRA 39. Donc pour éviter d'avoir tous ces problèmes, on a la possibilité sur la suite donc Adobe de pouvoir donc synchroniser donc tous les applicatifs pour qu'ils aient exactement les mêmes paramètres couleurs. Pour cela, je vais utiliser l'application qui s'appelle Bridge. Dans Bridge, je vais exactement comme dans les autres applicatifs prendre la commande qui s'appelle édition paramètres de couleur. Bridge nous dit à nouveau que les applications sont désynchronisées et je vais prendre donc dans mon cas de figure le pré-press pour l'Europe numéro 3 et je vais demander donc de l'appliquer. À ce moment-là, donc mes applications vont être synchronisées. Si je bascule maintenant sur Photoshop et que je reviens dans la commande édition donc couleur, je vois à ce moment-là que les 4 parties de mon camembert sont bien synchronisées, que j'utilise bien l'Adobe RGB 98 et le FOGRA 39. Pour Photoshop, je vais basculer maintenant sur Illustrator. Je vais rappeler la commande édition donc couleur. Et je vois que j'utilise bien les mêmes paramètres que j'ai préalablement définis donc dans Bridge. Une fois que l'on a déterminé donc les paramètres qui ont été mis donc dans les applicatifs, donc je vous rappelle, je reviens sur Photoshop édition couleur. Je vais utiliser pour l'espace RGB l'Adobe RGB 98 et pour le CMJN le FOGRA 39. Pour être en cohérence avec mon RIP-Fieri, je vais mettre les mêmes paramètres au niveau donc de la gestion des couleurs. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Command Workstation qui permet de relancer donc des travaux qui ont déjà été soumis, mais aussi d'en effectuer donc le paramétrage. Dans l'onglet Vue périphérique, je vais me positionner dans l'onglet qui s'appelle Configuration couleur. Et là, je vais y mettre exactement les mêmes paramètres que j'ai mis donc dans ma suite Adobe. Par défaut, puisqu'il s'agit donc d'un système qui est paramétré donc en Europe, on va utiliser le FOGRA 39. En revanche, dans ma suite Adobe, je n'utilise pas donc le sRGB, mais je vais utiliser l'Adobe RGB 98. Je vais donc le sélectionner et je vais l'appliquer. Ainsi, je me retrouve à l'heure actuelle avec les mêmes paramétrages couleurs, aussi bien Adobe RGB 98, FOGRA 39 pour ma suite Adobe, que sous mon RIP-Fieri avec le FOGRA 39 et l'Adobe RGB 98. Je reviens maintenant sur notre présentation pour continuer donc le paramétrage donc des couleurs. Johanna, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des informations complémentaires? Oui, bien sûr. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur la manière d'assurer que tous les autres aspects de la préparation des fichiers est correct pour l'impression numérique, nous vous avons préparé des ressources supplémentaires avec des conseils utiles pour vous et vos clients. Il s'agit du premier webinaire World of Fiery dont nous avons partagé les bonnes pratiques pour la préparation des fichiers à l'impression numérique. Là, vous pouvez consulter l'enregistrement qui se trouve sur YouTube. Et nous avons également un livre blanc très bien fait, consacré au paramétrage des couleurs, et nous vous recommandons également notre guide d'impression avec Adobe. Vous trouverez tout ceci sur Google en tapant le URL indiqué ici. Et avant de parler de l'étalonnage, je voudrais vous poser une autre petite question. Vous pouvez la voir à l'écran maintenant. Là, nous aimerions savoir à quelle fréquence vous étalonnez votre système d'impression numérique.
Donc, vous pouvez sélectionner et valider votre réponse. Et aussi une petite chose, tout le monde, s'il vous plaît, envoyez vos questions à l'autre et aux panélistes, s'il vous plaît. Bon. Et là, maintenant, poursuivons la présentation de l'étalonnage par Christian. Ok, merci Johanna. Je vous laisse quelques petites secondes un petit peu pour savoir donc combien de fois vous calibrez votre imprimante donc numérique. Continuons donc sur le point donc numéro 2. Après avoir mis donc les bons paramètres dans notre suite Adobe et dans notre Fieri, donc nous allons procéder maintenant donc à l'étalonnage. Le principe de l'étalonnage, c'est d'assurer une reproduction cohérente des couleurs, aussi bien sur votre périphérique, tel que votre moniteur, vis-à-vis d'un autre périphérique, qui sera donc votre presse numérique. Si vous repensez au système traditionnel tel que les flashs sur film ou si vous utilisez des CTP, le principe est toujours le même. Si mon fichier source contient un point de 50% sur le canal du cyan, j'ai besoin de reproduire exactement donc 50% sur la plaque ou sur la sortie donc du film. L'étalonnage sur un écran numérique est essentiel pour garantir la cohérence d'un jour à un autre. Si vous utilisez des films ou des CTP, vous comprendrez sans doute de quoi il s'agit. Si je n'étalonne pas régulièrement, ma couleur va se retrouver dégradée. Ce qui peut être encore beaucoup plus important sur un périphérique numérique, c'est le processus d'étalonnage qui permet donc de compenser vis-à-vis donc des variations environnementales. On va voir dans quelques instants comment on va faire pour procéder donc à l'étalonnage. Et le plus important, c'est de dire que l'étalonnage consiste à maintenir des couleurs à un état donc connu. Quel est le rôle de l'étalonnage? L'étalonnage sert essentiellement à mesurer les étapes tonales sur le périphérique de sortie non étalonné, puis à générer une courbe afin donc de linéariser le périphérique. C'est ce qu'on appelle aussi la linéarisation. Dans l'exemple que vous voyez, vous avez donc 3 premières étapes qui sont toutes calées sur la même valeur. Le tonnerre n'est pas déposé en quantité suffisante. Les ombres sont à plus de 80%, et en fait donc je suis à 100% donc partout. Si j'effectue la mesure et que je génère une courbe de correction, je peux effectuer l'étalonnage, et l'étalonnage donnera à peu près ce genre de résultat. Comme vous voyez, j'ai ouvert l'échelle de ton aussi bien du côté sombre que du côté clair. J'ai suffisamment donc de valeurs tonales pour chaque étape de la gamme, y compris la partie lumineuse. Si vous regardez le bas de cette diapositive, vous pouvez voir que j'essaie d'obtenir une échelle de tonalité égale. Vous voyez les petits escaliers que vous avez donc tout en dessous. L'état maintenant est linéaire, ce qui signifie qu'on va obtenir donc des résultats reproductibles, et donc nous allons être presque en bonne position pour passer à l'étape suivante, qui va être la création donc, du profil ICC. Donc pour résumer l'étalonnage, je vous ai montré qu'il s'agissait avant tout donc d'avoir donc des dégradés uniformes, et surtout donc obtenir de bons résultats aussi bien sur la dépose donc de faible d'encre ou la dépose donc importante d'encre dans la zone donc des 75 jusqu'à 100%. Dans cet exemple, vous pouvez voir à peu près donc ce que ça peut vous donner donc d'un résultat donc étalonné. Vous voyez qu'on a ouvert donc les couleurs avec cet étalonnage. Bon, on a ouvert les couleurs, mais on n'a peut-être pas encore donc les bonnes couleurs. L'étape suivante donc va consister donc à la création donc de profils ICC. Donc on va réfléchir maintenant aussi, il y a d'autres incidences sur le calibrage en ce qui concerne donc vos médias. Le premier facteur, c'est que tous les supports changent et que tous les substrats que vous mettez donc dans votre moteur d'impression nécessitent un étalonnage donc différent. La deuxième chose sur laquelle il va falloir donc penser aussi, c'est la technologie et la vitesse donc de la presse. Si vous faites donc un étalonnage à une vitesse X et si vous imprimez une vitesse qui est 2 fois X,
vous risquez donc d'obtenir donc des résultats qui sont donc totalement donc différents. Donc quand vous étalonnez, vous devez donc étalonner donc votre moteur d'impression donc à la même vitesse que lorsque vous allez imprimer donc par la suite. Si l'étalonnage et la vitesse sont différentes, il va falloir étalonner donc à la même vitesse pour éviter d'avoir ce type d'impression. D'autres paramètres qui vont donc influer, ça va être principalement tout ce qui est résolution. La résolution donc de l'impression, vous allez obtenir donc des changements donc tonal, puisque le nombre de points qui vont être générés sur votre impression sera différent vis-à-vis de ce que vous avez donc demandé préalablement lorsque vous avez créé l'étalonnage. Enfin, l'autre paramètre qui peut nous poser donc un problème, ce sont les variables liées à l'environnement, en particulier donc l'humidité et la température. L'humidité est principalement l'un des facteurs qui va plus affecter vos impressions numériques, et ça risque à ce moment-là donc de pouvoir bloquer donc toutes vos demi-teintes et la dépose donc de beaucoup d'encre, donc ce qu'on appelle donc la zone d'ombre, en fonction donc de l'humidité donc présente donc dans l'air. L'idéal, c'est de se retrouver donc dans un environnement donc normalisé avec l'utilisation donc d'une climatisation, par exemple. Quand est-ce qu'il faut procéder à l'étalonnage? C'est une question cruciale et on va voir donc quelques considérations. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut étalonner quand le moteur donc est chaud. En aucun cas, on ne doit donc étalonner lorsque la première feuille donc sort donc de son système donc d'impression donc numérique. L'idéal, c'est de prendre une feuille et de commencer donc l'étalonnage de cette propre feuille après donc 20 ou 30 feuilles qui sont sorties de notre moteur d'impression. Le deuxième moment où il serait bon donc d'utiliser l'étalonnage, c'est avant donc un travail donc volumineux. Donc ce que je vous conseille, c'est lorsque vous faites donc un étalonnage, c'est essayer donc de regrouper les travaux donc par nature donc de support. Je veux dire par là, donc si vous avez besoin donc d'utiliser donc du 80 grammes et vous avez plusieurs travaux à faire sur du 80 grammes, effectuez donc tous vos travaux sur le 80 grammes. Une fois que vous avez terminé, vous allez étalonner donc votre support par exemple sur du 100 grammes et vous allez passer donc tous vos travaux au niveau donc du 100 grammes. Ah, tiens, Johanna, merci. Tiens, je viens de recevoir donc les questions donc de l'étalonnage. Je vois qu'en gros, donc tout le monde étalonne régulièrement donc son système. C'est en règle générale donc un jour ou une fois par jour, une fois donc par semaine. Je vois que quelques personnes disent un étalonnage mensuel. Bon, c'est un petit peu léger. Ça serait bien quand même de passer sur au moins un étalonnage donc à la semaine. C'est important d'avoir un étalonnage minimum à la semaine pour garder donc des tolérances donc très très faibles. Pour les gens qui veulent donc une reproduction exacte des couleurs entre chacun donc des jours de la semaine, il faut faire un étalonnage toutes les semaines, en effectuer donc la mesure de façon à être proche sur les fameux donc delta E lorsqu'on est donc dans un système donc de breuvage assez poussé. On va passer maintenant donc à une démonstration donc de l'étalonnage. Vous n'allez pas pouvoir le voir visuellement parce que nous sommes en WebEx. Néanmoins, j'ai basculé sur le Fieri. J'ai imprimé donc une feuille que je vais mesurer donc avec un spectro. Et le but du jeu donc ça va être donc d'ouvrir les basses densités et les hautes densités donc au niveau de mon système donc d'impression. Je vais basculer maintenant sur l'interface de contrôle qui s'appelle la commande Workstation. Et dans la vue périphérique générale, j'ai la possibilité, au niveau donc des outils, de pouvoir demander donc la calibration. Avant de lancer donc la calibration, une chose qui est intéressante donc dans le Fieri, c'est qu'on a la possibilité donc de modifier donc les préférences. Et une chose qui est intéressante dans la modification donc des préférences, c'est qu'on a la possibilité de dire que au niveau du Fieri, si je ne le calibre pas donc tous les jours, je peux avoir donc un message d'avertissement, ou alors je peux aller même beaucoup plus loin en lui disant, à ce moment-là, je peux suspendre donc l'impression, puisque la calibration donc n'a pas été faite. Donc procédons donc à l'étalonnage. On va se mettre donc directement donc dans la vue des tâches, puisque par défaut, donc dans le Fieri, nous avons mis donc un petit bouton donc qui s'appelle donc calibrer. Et je vais donc activer ce petit bouton pour lancer donc la calibration.
Il va me demander donc quel est le type de papier sur lequel je vais calibrer. Donc je vais lui demander donc de calibrer donc sur un papier donc générique. Et je vais lui demander donc d'utiliser le bac 1 qui contient donc du 80 grammes. Et l'appareil de mesure utilisé sera donc mon ESMI. Je vais demander donc de continuer. Le Chéri est en train donc de réaliser donc l'impression. Il vient donc d'effectuer donc la sortie que j'ai déjà récupérée préalablement. Je prends donc ma feuille et le système va me demander de poser donc tout simplement donc mon spectro sur son support afin donc d'en effectuer donc le calage. Je passe maintenant donc à l'étape suivante par le bouton donc continuer. Et à ce moment-là, vous allez voir apparaître donc à l'écran la feuille qui a été réalisée avec les 4 canaux, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Comme je vous l'ai expliqué donc tout à l'heure, on va se retrouver avec le cyan à 100% donc d'ancrage et à 0% donc d'ancrage. Ça sera exactement la même chose pour le magenta, le jaune et le noir. Donc je vais effectuer donc la lecture de la bande cyan. Je viens d'effectuer la lecture de la bande cyan. Je vais passer maintenant donc à la lecture de la bande magenta. Le spectro m'indique la couleur verte pour me dire que la lecture a été correctement effectuée. Je passe à la couleur jaune et je vais terminer donc par le noir. J'ai maintenant donc effectué donc les mesures pour chacun donc des canaux. Je demande de passer donc à l'étape suivante. Et ce que je vais demander, c'est tout simplement donc d'afficher donc les mesures pour savoir donc quelles sont les valeurs de densité que j'ai récupérées vis-à-vis donc d'une cible que je vais atteindre. Pour des questions donc de confort visuel, je vais donc travailler sur le canal du noir. Ici, vous avez donc représenté 0% donc d'ancrage jusqu'à 100% d'ancrage. Et donc verticalement, vous allez voir apparaître donc les valeurs de densité. Une densité, c'est la quantité d'encre qui est déposée donc sur votre papier. Je vais demander donc d'afficher donc les valeurs mesurées par mon spectro un instant. Et vous voyez que les valeurs spectrales, les valeurs de densité effectuées par mon spectro correspondent exactement au niveau donc de ma courbe qui est préalablement donc déterminée en tant que valeur cible. Quand j'en ai terminé, je vais demander donc tout simplement donc d'appliquer et de fermer. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant au niveau donc de l'étalonnage? Donc, on est passé donc d'un état que vous voyez donc dans le cercle tout en bas qui correspond à la couleur que nous utilisons partout, vert, une couleur qui est beaucoup plus donc cohérente. Donc on est passé donc du stade où la couleur se rapproche beaucoup plus de ce que nous attendons. On n'est pas encore donc dans l'idéal, mais déjà on va se retrouver avec une impression donc beaucoup plus homogène et beaucoup plus donc prévisible. Et vraiment l'étalonnage, c'est vraiment la première étape donc à accomplir. Donc la première chose que je vous demanderai lorsque vous retournez dans votre atelier, c'est d'étalonner régulièrement donc votre machine. La création donc de profil, à savoir donc la création donc d'un profil ICC. La première chose que je veux vous dire, c'est que nous allons créer un profil qui va nous permettre donc d'accomplir plusieurs choses. Ce profil définit la gamme des couleurs du système d'impression. Comme nous le savons, nous devrons connaître la gamme pour pouvoir gérer les couleurs. Nous définirons ici plusieurs options car il serait impossible d'utiliser notre presse numérique sans avoir donc plusieurs profils différents. Deux solutions. On utilise toujours un profil vierge qui peut être soit un profil couché, soit un profil non couché, en fonction donc du fabricant de votre RIP, ou peut-être donc davantage si vous avez donc différents types de papier. Donc vous allez étalonner donc régulièrement vis-à-vis donc des profils déjà existants, mais l'idéal quand même c'est de créer donc ses propres profils.
Ces propres profils vont nous permettre d'être beaucoup plus donc compétitifs. Ils vont nous permettre d'avoir une meilleure donc tolérance vis-à-vis des normes que vous êtes fixées au sein donc, de votre entreprise, ou même se rapprocher d'une référence de type faux gras ou d'autres situations donc dans ce genre qui peuvent être par exemple donc le grécol. Donc la pratique consiste à soit j'utilise donc les profils déjà existants livrés par les constructeurs, soit je vais créer donc mes propres profils. L'avantage de créer ses propres profils, c'est que vous allez créer vos profils sur le papier exactement que vous avez au sein donc de votre entreprise. Créer ses propres profils aussi correspond donc exactement à votre presse numérique dans son état donné. Lorsque vous recevez votre presse numérique, les conditions peuvent être un petit peu donc différentes entre le moment où on vous la livre et au moment donc où vous allez donc produire par la suite. Je vais vous montrer comment on va créer donc un profil ICC. La première chose à savoir, c'est que je vais devoir configurer donc mon espace couleur. Vous vous souvenez dans la petite introduction, donc on a dit qu'un profil contient toujours un jeu de valeurs pour le périphérique qui doit être donc indépendant donc de celui-ci. Donc pour créer un profil de sortie, c'est pas trop difficile à savoir qu'on va utiliser donc forcément donc un périphérique donc CMGN. Lorsqu'on crée un profil ICC, on va souvent prendre donc une mire de type IT8 qui correspond donc à 928 échantillons qui va nous permettre donc de créer donc un profil. Le but du jeu, c'est de lire les valeurs donc LAB. On en connaît donc quelles sont les valeurs initiales et grâce à la lecture par le spectrum, on va en obtenir donc la résultante. Ce qui va nous permettre de pouvoir effectuer donc une correspondance entre le LAB initial et ce que donne notre presse donc numérique. Pour la création donc d'un profil de sortie, bon, je ne veux pas trop faire de publicité, néanmoins j'ai besoin donc d'un logiciel et je vais m'appuyer sur notre suite logicielle qui s'appelle Color Profiler Suite ici. On pourrait faire exactement la même chose donc sous un tableau Excel, mais ça serait donc un petit peu plus compliqué donc à utiliser. Alors, comment créer donc son profil ICC? Je vais basculer donc sur Color Profiler Suite. Et je vais donc demander donc de créer donc tout simplement donc un profil donc d'imprimante. Vous vous souvenez que pour créer donc le profil donc d'imprimante, il va nous falloir donc imprimer donc les échantillons. Pour imprimer les échantillons, il va me demander donc quel est le nom du profil. Donc dans le cadre de notre application aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est tout simplement créer un profil pour le Satimat, donc 150 grammes. Je vais dire donc à ce moment-là, le nom de mon profil sera donc un Satimat 250 grammes. Quel est le Fieri donc qui va le traiter? Donc ici, je vais utiliser mon Fieri qui est sur le réseau. Et je vais demander donc d'en effectuer donc l'impression. Je vais demander qu'il le recherche sur le réseau. L'adresse est le 15. Je passe maintenant donc à l'étape suivante. Et là, il va me demander, est-ce que vous voulez recréer donc un calibrage pour votre moteur d'impression, ou vous pouvez lui demander donc tout simplement de s'appuyer donc sur le calibrage préalablement donc existant. Moi, il s'agit donc, tout à l'heure j'ai fait un étalonnage sur un papier traditionnel, je vais lui demander, s'il te plaît, utilise le calibrage que j'ai utilisé donc préalablement. Et je vais lui demander donc de ne pas recalibrer. À ce moment-là, donc, il me demande quel est le type de mire que je veux utiliser. Donc, on voit bien notre mire IT8 sur 928 échantillons. Je passe à l'étape suivante.
Et là, à ce moment-là, le système va me demander quel est le média que vous allez utiliser. Je vais tout simplement, donc, à partir de mon paper catalogue de mon Fieri, le rappeler que je vais utiliser notre Satimat, donc 150 grammes. Et une fois que c'est terminé, je vais lui répondre OK pour que l'impression donc se réalise. Pour gagner du temps, donc aujourd'hui, je ne vais pas effectuer donc la mesure, je vais déjà utiliser donc un fichier donc de mesure pour vous montrer donc comment se passe la création donc du profil. Donc on va passer donc l'étape je mesure les échantillons. Je vais donc tout simplement donc convertir les mesures effectuées donc en profil, puisque les mesures je les ai fait donc préalablement. Je vais prendre donc un fichier de mesure déjà existant. On a la possibilité, vous voyez, vous avez un petit résumé qui vous dit donc quelle est la valeur moyenne entre chacun donc, des échantillons, et on a même un écart maximum qui est de 4. Les valeurs qui sont affichées entre 1 et 4, on parle donc de delta E. Un delta E, c'est la distance donc, entre donc, deux points. Comment on va gérer donc le noir? Vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir une dépose maximum sur les encres de 320%. Et on va commencer donc au niveau du GCR à utiliser donc le noir. Une fois que c'est bon, on va demander donc de passer donc à l'étape suivante, de façon donc à envoyer donc et de créer notre profil donc ICC à l'intérieur même donc du Fieri. Et le profil donc va se retrouver donc à l'intérieur donc du Fieri. Pour voir où il se trouve maintenant ce profil, il suffit que j'aille tout simplement donc dans l'onglet donc configuration couleur, et à ce moment-là, au niveau donc des profils de sortie, je viens voir mon Satimat 150 grammes directement donc s'injecter donc au sein donc du profil donc de sortie. Revenons donc à notre présentation. Lorsqu'on effectue donc une impression, il suffira donc tout simplement de sélectionner donc le profil de sortie pour avoir donc la meilleure cohérence et la meilleure donc correction donc chromatique lors de l'impression en choisissant donc notre profil. Où est-ce que nous en sommes? Donc si on revient à notre schéma qu'on a vu donc tout à l'heure, on est passé donc du stade non étalonné donc au stade étalonné préalablement. On était déjà très homogène, mais pas très précis. Maintenant, nous sommes dans l'angle supérieur droit du profil. On est donc non seulement homogène, mais on répond donc systématiquement donc à une norme. La norme peut être Grécol pour les USA ou Frogra donc au niveau donc de l'Europe. Dans tous les cas, c'est des références de secteurs avec lesquelles on essaie donc d'associer nos presses. Ce qui est important, c'est que vous soyez Grécol, Swope ou Fauгras, c'est qu'elles soient donc cohérentes, surtout donc d'un périphérique à un autre périphérique. Pour cela, il faut bien étalonner et profiler donc vos systèmes donc d'impression. Qu'est-ce qu'on a appris à l'instant? Donc, on a appris dans un premier temps à bien mettre les bons paramètres au niveau de nos applicatifs de la suite Adobe. L'étape suivante, on a effectué donc un étalonnage de façon d'avoir une linéarisation et de mettre notre presse donc dans un état connu. Et enfin donc la dernière étape que nous avons faite, donc c'est la création donc de profils qui permet donc d'avoir une restitution donc des couleurs sur un papier donc bien déterminé pour être vraiment vis-à-vis donc d'une cohérence ou se rapprocher donc vis-à-vis donc d'une norme. Johannes, est-ce que vous pouvez nous parler de la suite de webinaires qu'on peut avoir sur la couleur? Oui, certainement. Donc, nous avons hâte de vous retrouver pour notre deuxième session. C'est consacré à la production du meilleur rendu possible des couleurs d'accompagnement. Là, vous apprendrez les dernières techniques de correspondance colorimétrique pour vous démarquer de vos concurrents et obtenir des sorties couleurs précises à chaque fois. Notez ce webinaire dans votre calendrier pour mardi le 3 novembre. Et encore une petite chose, tout le monde, nous avons créé une nouvelle page web qui aidera les utilisateurs de Fieri à trouver l'ensemble de nos téléchargements éducatifs et de nos ressources d'assistance.
Donc, il faut simplement se rendre sur le site ressources avec un s.efi.com/FIERI. Donc, ceci conclut notre présentation. Et là, nous pouvons maintenant commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Et nous en avons reçu quelques-unes. Donc, Christian, la première question. Comment simuler les couleurs faux gras d'une image RVB dans Photoshop? Alors, comment simuler les couleurs faux gras RVB donc dans Photoshop? Je vous propose, c'est tout simplement donc d'aller sur Photoshop donc dans un premier temps. Donc, je vous rappelle que si on regarde donc les couleurs, comme on l'a évoqué préalablement, on est bien sur du faux gras 39, donc sur magenta jaune et noir. Je vais créer donc un nouveau document de type RVB. Donc, je vais faire un document donc à 100 pixels. Et là, donc au niveau donc des couleurs, je vais prendre donc le vert 255. Vous voyez que dans un premier temps, Photoshop me dit point d'exclamation. Attention, c'est une couleur que je ne pourrais pas donc reproduire. Vous vous souvenez donc dans le modèle là qu'on avait vu donc préalablement, on avait donc ce qui est capable de voir l'œil humain, un espace un peu plus petit, l'espace RVB, l'espace un petit peu plus petit, votre presse numérique, et l'espace encore beaucoup plus petit, donc votre presse offset. Donc si je fais donc un double clic dessus, c'est une petite information qui m'envoie Photoshop, il me dira voilà ce que je suis capable donc de reproduire en termes donc de vert avec le paramétrage que vous m'avez donné donc en CMJ. Néanmoins là-dessus, donc je vais lui faire annuler, je veux vraiment obtenir donc ce même vert et je vais demander par la commande donc de remplir. On va remplir donc vis-à-vis du premier plan avec ce magnifique vert. Donc la question disait comment je peux donc prévisualiser ma couleur RVB donc dans la FOA. Vous prenez tout simplement la commande qui s'appelle donc affichage et vous avez donc la couleur donc de l'épreuve. Couleur de l'épreuve, à ce moment-là, vous allez avoir votre vert donc qui va être complètement donc désaturé. On peut faire exactement la même chose sous InDesign, donc ça peut être relativement pratique. Je vais prendre donc tout simplement un bloc sous InDesign. Et donc au niveau donc des couleurs, j'ai passé donc en couleur RVB pour avoir donc un vert 255. Donc un vert bien saturé, donc à la limite du spectre. Et donc tout à l'heure, j'étais donc dans Photoshop par la commande qui s'appelait affichage des couleurs de l'épreuve. Et si je vais dans InDesign, je fais affichage, couleur donc de l'épreuve. À ce moment-là, je vais avoir mon vert qui va être donc prévisualisé au niveau donc de mon applicatif. Une autre question, Johanna? Oui, Christian. Donc, la prochaine question est une question FIERI spécifique au calibrateur. Donc, que se passe-t-il si la valeur mesurée est inférieure à la valeur cible? Si la valeur donc mesurée donc est supérieure, en règle générale, le RIP va compenser tout simplement donc en baissant donc la dépose d'encre sur le canal donc spécifique. Exemple, vous demandez donc, si je parle uniquement pour une couleur primaire sur un cyan, si je demande un cyan à 100%, donc au niveau donc d'ancrage, on va avoir une densité donc de 1,8 qui est de 1,2 qui va être demandée donc au niveau donc de la cible. Et si la mesure a été faite par exemple donc à 1,8, donc tout simplement le système va enlever donc 0,6 points donc de cyan, ce qui va permettre donc de corriger donc la presse et d'obtenir donc toujours donc des résultats donc cohérents. Si une valeur est supérieure, on va donc la diminuer pour être vraiment sur la valeur cible, la courbe que je vous ai montrée donc tout à l'heure lorsqu'on a effectué donc la calibration. Parfait. Oui. Oui, la prochaine question. Quel est le meilleur niveau d'humidité? Le meilleur niveau d'humidité, c'est 50% donc 50% donc d'humidité, avec une température dans les 18-19 degrés. Ça, c'est vraiment donc l'idéal pour être donc dans les normes. De toute façon, si vous avez un hydromètre dans votre entreprise ou même chez vous à la maison, vous allez voir que en règle générale, tout au long de l'année, vous êtes donc dans 50% donc d'humidité. Parfait. Et on continue. Combien de profils presse ai-je besoin? Couché et non couché?
Alors il y a deux solutions. Donc soit vous utilisez donc les profils qui sont livrés donc en standard au niveau donc des RIP. En général, vous allez retrouver donc un profil couché, un profil donc non couché. Donc vous allez utiliser donc le profil couché sur tous vos supports qui sont couchés et les profils non couchés sur tous les supports qui sont non couchés, ce qui paraît normal. Si par hasard donc vous avez donc des supports couchés de fort grammage, ou si vous avez donc des supports qui sont brillants, à ce moment-là, je vous conseille de créer votre propre profil ICC. Couché, s'ils sont tous identiques, ça ne posera pas trop de problème. Par contre, si c'est un support qui est brillant, il faut vraiment faire un profil ICC qui lui est spécifique. Merci Christian. Et une autre question ici. Faut-il obligatoirement une option Pantone pour garantir une correspondance des couleurs Pantone? Je n'ai pas compris votre question, Johanna, pardon. Pardon. Faut-il obligatoirement une option Pantone pour garantir une correspondance des couleurs Pantone? Ou Spotone? Ou Spotone. Non, il n'y a pas d'option donc dans les RIP Fieri donc pour tout ce qui est impression donc des Pantone. Il faut savoir que tous les moteurs donc d'impression équipés dans les Fieri sont Pantone certifiés, donc qui vous permettent donc de réaliser donc au mieux donc les impressions donc CMJN donc des Pantone donc calibrés. Il n'y a pas besoin donc d'avoir une option pour imprimer donc les Pantone. C'est déjà inclus donc dans le système. Ah, ok, parfait. Merci beaucoup, Christian. C'était la dernière question pour aujourd'hui. Donc, tout le monde, c'était la fin de notre présentation. Avant de nous quitter, je tiens à remercier notre présentateur, Christian, et vous, notre public. Nous vous remercions encore une fois de vous être joints à nous aujourd'hui et nous espérons que vous avez retenu un maximum d'informations. Donc, nous vous enverrons un email avec le lien vers l'enregistrement et la présentation d'ici quelques jours. Donc, bonne journée tout le monde et nous espérons vous revoir à notre prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir et toi.